Mais pour le moment, nous disons qu'il faut changer la commission électorale indépendante, il faut un audit de la liste électorale. Oui. Donc, si avec la coalition qui a été mise en place, nous sommes d'accord, nous allons ensemble créer des passerelles pour mener ce combat. Mais nous pensons que l'opposition n'est pas divisée. Vous savez, c'est parce qu'on n'en parle pas encore, mais le parti au pouvoir est très divisé. Parce qu'il y a des velléités de candidatures qui s'expriment de plus en plus. Des choses à nous donner. Ah bah non, on va les laisser s'exprimer eux-mêmes. C'est quelqu'un qui disait que pour le moment, je crois que c'est le porte-parole du RADB qui disait que pour le moment, ils s'expriment devant les femmes. Donc dès qu'ils sortiront de leur cours familial, qui viendront sur la route, on sera tous informés. Mais je peux vous assurer qu'il y a de grosses velléités de candidature parce que tant que le chef n'a pas confirmé sa candidature et qu'il semble adouber l'un ou l'autre, il y a des gens qui se découvrent de plus en plus des ambitions présidentielles. Ça a été le cas déjà avec Soro par le passé. Donc il n'est pas exclu que cela se répète, même si le chef de l'État actuel veut reculer. Il était moins discret peut-être. Ah, c'est pas sûr que les autres soient moins discrets. On verra. Alors, donc on va parler de la RNU parce que ça fait partie aussi des revendications principales de l'opposition. Moi, de ma position d'observateur, est-ce qu'on va vraiment avoir cette RNU-là? Enfin, là, on voit que la CEI va publier bientôt la liste électorale provisoire. Est-ce que vous y croyez encore, très sincèrement, pour faire du réalisme politique? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va y avoir une nouvelle révision de la liste électorale? Nous, on se bat. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Nous, notre rôle et notre mission, c'est de nous battre pour le respect de la loi. Parce que quand on parle de la RLE, on a l'impression qu'on la présente souvent comme une revendication de l'opposition. Ce n'est pas une revendication de l'opposition, c'est l'article 6 du code électoral qui dispose qu'il faut qu'il y ait une RLE tous les ans. Donc, ce n'est même pas une revendication de l'opposition. Je rappelle encore que le code électoral actuellement en vigueur, il a été pris par le chef de l'État par ordonnance. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous demandons, c'est que la loi soit respectée. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce soit la CEI et le parti au pouvoir qui veuillent nous convaincre de la nécessité de ne pas respecter le code électoral. Ouais. Mais ils disent que les partis d'opposition sont comptables du chronogramme actuel. En tout cas, c'est ce qui a été dit par là. Non, mais je l'ai démontré ce matin, la question est réglée. Tout le monde est d'accord que Mme Pieti n'a pas dit la vérité sur NCI et tous les documents sont disponibles. Donc le PPAC n'a jamais été d'accord pour ça. Voilà, n'a jamais donné son accord. Attends, le PPAC ne serait pas inscrit dans une démarche qui consiste à violer la loi. C'est quoi? Comme je le disais, c'est quoi? On doit s'entendre à un banquet où on dépaisse la... On doit s'entendre entre partis politiques et un banquet où on dépaisse la loi. Non, on ne sera jamais d'accord pour toutes les dispositions qui violent la loi. Depuis que le président Laurent Gbagbo au pouvoir, rappelez-vous, 2010, c'est le fait qu'on s'accroche au respect de la loi et de la Constitution qui a engendré tout ça. Donc nous disons qu'il faut respecter bêtement la loi. Et tous ceux qui militent en faveur d'une violation de la loi seront responsables des conséquences qui pourraient en découler. Parce que la CEI dit on ne peut pas faire techniquement la révision de la liste électorale. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça coûtait de changer le code électoral? Le RDR a la majorité à l'Assemblée nationale. Ils auraient pu changer le code électoral pour nous éviter le débat que nous avons actuellement. Mais même si on met ça de côté, la dernière révision de la liste électorale, il y a près de 900 000 électeurs. Nouveaux primo-électeurs qui sont ajoutés. Donc ça veut dire que quoi? On est d'accord pour exclure 900 000 personnes du choix du président de la République de Côte d'Ivoire. Comprenez que tous les ans, il y a des affectations de fonctionnaires. Donc tous les fonctionnaires qui auront été affectés cette année, dans d'autres localités, ne pourront pas voter. Comprenez? Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut soutenir ça. Comment est-ce qu'on peut soutenir ça? Dans ce cas-là, si on ne voulait pas faire une révision de la liste électorale, peut-être qu'il aurait fallu, en 2024, accepter que les gens qui ont 16 ans s'inscrivent sur la liste électorale. Mais là encore même, ce serait une violation de la liste électorale. Nous disons, ce serait une violation du code électoral. Donc nous disons qu'il faut respecter le code électoral. C'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que ce combat va aboutir? Nous donnerons tous les moyens nécessaires pour que ce combat aboutisse. Parce qu'on ne peut pas construire une nation sur une violation de la loi. Et la CEI aujourd'hui démontre qu'elle n'est pas un arbitre crédible. Parce que une institution qui est censée proclamer le vainqueur de l'élection, qui fait campagne pour la violation de la loi, est-ce qu'elle est totalement discréditée
Et le dimanche, sur NCI, Madame Maître Ketty disait le PPACI a signé, elle a donné le nom de quelqu'un qui aurait signé pour le compte du PPACI. Je lui ai démontré qu'en 2021, lors de la séminaire, le PPACI n'existait pas encore. Elle a dit, ah donc dans ce cas-là, c'est en 2022 qu'il a signé. J'ai publié ce matin les conclusions de l'atelier de 2022. Nulle part on ne parle d'une révision de la liste électorale. Donc une telle institution, est-ce qu'elle est encore crédible pour organiser les élections et proclamer le vainqueur de l'élection? Nous doutons même pas, nous disons que c'est pas possible. C'était ma question d'après, parce que moi, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, vous avez plus d'expérience et plus de connaissances là-dessus, peut-être, mais avant l'existence de la CEI, parce que la CEI, c'est quand même une organisation de sortie des crises. Avant l'organisation de la CEI, qui organisait les élections en Côte d'Ivoire? Et la question qui suit, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut maintenir la CEI, sinon, qu'est-ce que vous proposez? Il faut la remplacer par quoi? Parce qu'au Sénégal, par exemple, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est une direction du ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Je ne vais pas prendre le cas de la France, où moi je vis, c'est le ministère de l'Intérieur, mais bon, la France est un pays assez avancé, donc on peut comprendre. Non, déjà, il faut comprendre que la CEI, c'est une proposition qui a été portée par le président Laurent Gbagbo depuis qu'il était à l'opposition. Ah, ça, je ne savais pas. Est-ce que vous pouvez juste développer un petit peu dans quel contexte, pourquoi il a fait ça? Non, parce que c'était... Déjà, ça a toujours été dans le programme le gouvernement du FPI. Et je me rappelle que lors de l'élection présidentielle de 1995, il y avait des discussions qui avaient été ouvertes avec le parti au pouvoir. Et à cette occasion-là, le FPI, la délégation du FPI qui était conduite par Maître Bogadoudou, Émile, avait déjà proposé qu'on mette en place une commission électorale qui organiserait les élections. Cette revendication faisait partie de la liste des revendications portées par le FPI. Il y avait aussi le vote à 18 ans, parce qu'on ne le dit pas assez. Parce que si aujourd'hui, les jeunes votent à 18 ans en Côte d'Ivoire, ils le doivent au président Laurent Gbagbo. C'est lui qui s'est battu, parce qu'auparavant, ça votait à 21 ans. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit qu'il estime qu'à 18 ans, les jeunes Ivoiriens sont assez matures pour participer au choix du président de la République. Et je rappelle que ça lui a valu un peu d'emprisonnement et un peu de bastonnade. Donc, si les jeunes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ont une parole politique, à partir de 18 ans, ils le doivent au président Laurent Gbagbo. Et souvent, en chahutant, j'ai dit, entre celui qui t'a donné une parole politique et celui qui a estimé qu'à 18 ans, tu n'es pas assez mature pour voter. Quand tu dois voter, tu donnes ton bulletin à qui? Mais ça, c'est une question à laquelle on aura l'occasion de répondre lors des campagnes électorales. Donc, c'est le président Gbagbo qui a porté, et lorsqu'il y a eu le coup d'État de 99, donc, il y a eu la mise en place de la commission électorale indépendante pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2020. De 2000, pardon. 2000. Donc, le coup d'État de 99. Donc, la CEI est née dans cette vague-là, et c'est la CEI qui a organisé l'élection présidentielle de 2000. Et je rappelle que dans cette CEI, il n'y avait pas de parti politique. C'était des personnalités qui avaient été recrutées pour leurs compétences et pour leur honorabilité dans cette CEI. Et vous voyez que même en 2000, lorsque le général Guy Robert, qui était au pouvoir, a voulu forcer la CEI à le proclamer vainqueur, elle a résisté et elle a proclamé les résultats qui ont donné le président Laurent Gbagbo vainqueur. Ça, c'était en 2000. Et en 2002, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État, à Marcoussis, ce sont les partis d'opposition et les mouvements rebelles qui ont demandé à être dans la CEI. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est depuis lors que les partis politiques sont entrés dans la CEI. Cette CEI était supposée être une CEI de sortie de crise, donc c'était de manière exceptionnelle qu'on a accepté que les partis politiques y siègent. Okay. Puisque c'était une de leurs revendications à Marcoussis. Donc dès l'instant où on est sorti de la crise, il n'y avait plus aucune raison que les partis politiques soient encore dans la CEI. Malheureusement, on a modifié le code électoral et on a maintenu les partis politiques. Oui, et on a maintenu les partis politiques dans la CEI. Mais quand vous analysez la CEI actuelle, c'est une CEI qui est totalement disproportionnelle en fait. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Parce que les représentants du parti au pouvoir, ils sont au moins à 80% dans la CEI actuelle. Est-ce que ce n'est pas le fait majoritaire? Le fait majoritaire dans le sens où ce parti-là a peut-être beaucoup plus d'élus et donc il y a beaucoup plus de représentativité. Mais quand c'est ainsi, il faut écrire les critères. Okay. Vous comprenez? Je vais vous donner des exemples simples. Aujourd'hui, dans la CEI, M. Doumbia Major, qui soutient, qui a un parti qui est... Comment son parti? Je ne sais même pas, GPP, il est inexistant sur le terrain politique. Il a 0 élu. Son parti n'a jamais organisé aucune activité en Côte d'Ivoire. C'est un soutien du parti au pouvoir, mais il est à la CEI pour le compte de l'opposition. Comment vous comprenez ça? Quels sont les critères qui ont prévalu pour que ce monsieur se retrouve à l'opposition pour le compte de l'opposition? Se retrouve à la CEI pour le compte de l'opposition. Il y a d'autres partis. Il y a le parti de Mme Henriette Lagou, qui elle-même a fait une déclaration publique pour dire que désormais, elle milite au RADP. Mais son parti
est à la CEI pour le compte de l'opposition. Il y a le parti de feu M. Cabra Apia, qui s'appelle LMP, qui est aujourd'hui à la CEI pour le compte de l'opposition. Okay. Donc, en fin de compte, les deux seuls partis d'opposition qu'il y a véritablement à la CEI, c'est le PDCI et le PPACI, parce que les autres sont les sous-traitants du parti. Du parti au pouvoir, le COJEP n'est pas à la CEI. Donc, nous disons que... Ça a été quoi? C'était quoi le choix? Pardon, j'insiste là-dessus. Mais justement, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a désigné les partis politiques qu'il a convoqués au dialogue politique. Ah, de manière totalement arbitraire comme ça? De manière totalement arbitraire. Okay. Parce que pourquoi, par exemple, le COJEP n'est pas au dialogue politique et puis le parti de Doumbia Major est? Je ne crois pas que le parti de Doumbia Major existe plus sur le terrain politique que le COJEP, par exemple. Ouais. Et il a décidé que tous ces partis que lui, il avait convoqués de manière arbitraire, de manière cavalière... En quelle année ça? Il y a eu plusieurs vagues du dialogue, politique. Et par la suite, donc, tous ces partis qui avaient participé au dialogue politique ont intégré la CEI. Oui. Donc, même des partis dont le président Père Sonam est décédé depuis longtemps et qui n'ont plus d'existence sont encore dans la CEI pour le compte de l'opposition. Non, cette CEI, elle est totalement disproportionnelle. Oui. Quant à ses représentants, parce qu'il y a le RADP déjà qui a ses représentants dans la CEI. À cela, tu ajoutes le représentant du président de la République, le représentant du ministère de l'Intérieur, le représentant du ministère de l'Économie et des Finances. Ah oui, c'est comme ça. Ils sont tous du RADP. Donc, le RADP se retrouve avec une majorité écrasante. Je rappelle que le président de la République, il est à la fois aussi président du RADP. Donc, en fin de compte, le RADP se retrouve avec une majorité écrasante à la CEI. Donc, nous pensons que cet organe-là, il n'est pas crédible pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et les mensonges qu'il nous sert ces temps-ci entachent véritablement sa crédibilité. Donc nous pensons qu'il faut réformer la CEI. Voilà. Ouais. Vous pensez que ça va se faire avant octobre? Nous sommes en poursuite de combat. Nous nous battons. Nous pensons qu'il est mieux de prendre le temps de bien faire les choses que de courir vers les élections à l'issue desquelles on va compter les morts. Parce que depuis, on ne fait que compter les morts. Les dernières élections, il y a eu 85 morts, dont le jeune Toussaint dans le centre, dont la tête a servi de ballon de foot à certains. On se rappelle du bac à verre. Le procureur dit qu'il n'est pas informé qu'il y a eu un bac à verre en Côte d'Ivoire. Que Dieu, que bien lui fasse. Voilà. Donc, nous disons que entre compter les bulletins et compter les morts, on fait le choix de compter les bulletins. Prenons le temps qu'il nous faut. Réformons la CEI. Faisons un audit de la liste électorale. Nous, on a audité la liste électorale au PPACI. Parce que quand on en parle, les gens pensent que c'est une vaine revendication. Nous, on a mis en place SAFE au PPACI avec Maître Abiba. Et on a travaillé sur la liste électorale. Écoutez, sur la liste électorale, on a près de 4000 personnes qui ont plus de 100 ans. Ouais. On a sur la liste électorale des femmes qui ont 600 enfants. Et on a... C'est-à-dire que, en fait, vous voyez que ça fait rire. Non, mais ces femmes qui ont 6 enfants, là, elles accouchent le même jour dans plusieurs maternités du pays, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ouais. On a sur la liste électorale des messieurs qui ont 1000 enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que cette liste électorale, elle n'est pas sérieuse. On a sur la liste électorale, la loi fait obligation, l'article 8. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que cette liste électorale, elle n'est pas sérieuse. On a sur la liste électorale, la loi fait obligation, l'article 8 du code électoral dit que toute personne sur la liste électorale doit avoir mentionné sa filiation, c'est-à-dire que le nom de son père et de sa mère. On a sur la liste électorale près de 2 millions de personnes dont la filiation est incomplète. C'est à peu près le tiers de... La liste électorale actuelle fait 8 millions de personnes. Donc, nous pensons que quand même 2 millions de personnes, c'est assez sérieux pour aller à un audit de la liste électorale. En RDC, ils ont fait un audit de la liste électorale. Il y a 4 millions de personnes, on a découvert qu'elles étaient indûment sur la liste électorale. Elles ont été retirées. Mais c'est pas ça que c'est le contentieux. Est-ce que lors du contentieux, vous ne pouvez pas porter ces revendications-là? De dire qu'il faut retirer ces personnes? Avant les élections municipales et régionales qui ont eu lieu, nous sommes allés à la CEI. Après avoir travaillé notre liste électorale, nous avons déposé nos observations à la CEI. J'ai l'accusé de réception là. La CEI a promis nous revenir. Ça fait 2 ans, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, ils ne nous ont jamais rappelé. Okay. Voilà. Donc, quand moi je me parle, je dis ça, c'est des faits. Parce qu'on dit souvent, non, le contentieux. Je vous donne un exemple, c'est M. X qui est sur la liste électorale et dont il n'y a pas la mention de sa filiation. Mais on n'a pas besoin de preuves pour ça, c'est juste un constat. Il suffit d'ouvrir le fichier électoral pour constater que dès l'instant où il n'y a pas mention de sa filiation, il est en violation du code électoral sur la liste électorale. Est-ce que ça, on a besoin, ça demande des preuves? Donc quand nous on fait ce travail,
quand on recense tous ces plus de 2 millions de personnes dont la filiation est incomplète, quand on recense toutes ces personnes qui ont 1500, 400 enfants sur la liste électorale, quand on recense ces plus de 4000 centenaires qu'on a sur la liste électorale et qu'on dépose tout cela à la CEI, que la CEI promet nous rappeler qu'elle ne le fait pas, vous comprenez que le contentieux lui-même, il ne sert à rien. Et puis en plus, quand on donne 10 jours de contentieux sur tout le territoire national, comprenez qu'on n'a pas envie de faire un contentieux en fait. Parce que qu'est-ce que ça coûte de faire une révision de la liste électorale? Parce que réviser la liste électorale, c'est quoi? Ce n'est pas retirer les militants du RDR de la liste électorale. C'est voir les personnes qui n'ont pas le droit d'y être et de les retirer simplement. Ça, en quoi est-ce que ça nécessite que certains partis s'y opposent? Vous comprenez? Mais allons même plus loin. Le parti au pouvoir actuel a fait de la question identitaire son cheval de bataille dans l'opposition. Il a toujours clamé qu'on excluait des gens de la nationalité ivoirienne, on excluait des gens. Pourquoi, une fois au pouvoir, ils n'ont pas informatisé l'état civil? C'est un chantier assez titanesque. C'est pas un chantier titanesque, plein de pays l'ont fait. Est-ce que, attends, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, ça soit dans une sous-préfecture et saisi sur une application. Vous partez faire aujourd'hui votre extrait de naissance dans une sous-préfecture. On vous sort des dossiers en fait. Et chaque jour, les Ivoiriens se plaignent parce qu'il y a des documents qui disparaissent, il y a des documents qui sont bouffés par des souris, et d'autres personnes sont obligées d'aller faire des jugements supplétifs, d'aller à la justice. Mais aujourd'hui, faire un extrait de naissance, c'est un parcours de combattant. Mais qu'est-ce que ça coûte de digitaliser totalement l'état civil? Est-ce que pour la crise identitaire que nous avons connue, les milliards qu'on donne à la CEI pour faire la RLE et qu'elle n'utilise pas pour faire la RLE, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour digitaliser l'état civil? Vous comprenez? Donc, nous pensons que quelque part, il y a de la mauvaise foi. Parce que quand on a fait de la question identitaire son cheval de bataille, une fois qu'on a le pouvoir, on doit pouvoir régler ce problème définitivement. Mais aujourd'hui, il y a la fraude sur la nationalité. Tout récemment, il y a eu la question qui s'est posée au Qatar, où il y a 1000 passeports frauduleux qui étaient en circulation. Donc, qu'est-ce qui prouve que ces personnes, que ces 1000 passeports frauduleux-là, ne cherchent pas à s'inscrire ne sont pas inscrits sur la liste électorale avec? Il y a plusieurs journalistes qui ont documenté des fraudes à grande échelle sur des pièces d'identité nationale. Mais qu'est-ce qui nous dit que les détenteurs de ces pièces d'identité nationale ne sont pas inscrits sur la liste électorale? Donc, ouais, il y a toutes ces questions-là qui justifient que nous puissions nous asseoir autour d'une table et puis discuter. Mais justement, le parti au pouvoir n'en veut pas parce qu'il a peur de la démocratie. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Étienne Nabor de Fraternité Matin. J'ai deux questions. La première, récemment, le président du PPACI, Laurent Gbagbo, est revenu sur la libération des prisonniers de la crise politique. Il a affirmé ne pas toujours comprendre que les civils qui ont donné l'ordre aux militaires soient en liberté et que les militaires, eux, toujours en prison. Quel est votre commentaire? La deuxième question, c'est concernant le débat à l'Assemblée nationale hier. Les députés ont adopté le projet de loi sur le code pénal en faisant retirer le groupe de mots « orientation sexuelle ». Ce groupe de mots faisait-il allusion à l'homosexualité? Est-ce que le gouvernement avait pour objectif de faire légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire? Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie pour ces deux questions qui effectivement ont fait courir beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. En ce qui concerne l'interrogation, si je puis l'appeler ainsi, de M. Laurent Gbagbo, je voudrais m'étonner de la récurrence de cette interrogation. J'ai ici déjà eu à répondre à cette question en rappelant que les faits pour lesquels M. Gbagbo a été poursuivi devant la CPI sont totalement différents de ceux pour lesquels il a été poursuivi et condamné en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les militaires, il faut rappeler que ces militaires sont poursuivis pour des crimes de sang, assassinat, meurtre, enlèvement, torture, soustraction de cadavres,
Vous savez, au cours de la folie meurtrière que notre pays a connue pendant la crise post-électorale, beaucoup d'horreurs ont été commises. Et par respect pour la famille de M. Yves Lambin et de ses collaborateurs, et de même par respect pour la famille du directeur général de Novotel, M. Diripel, Franck Diripel, je ne voudrais pas revenir sur les horreurs que ces personnes ont subies. C'était des crimes de sang assez graves. Maintenant, je m'étonne de la récurrence de cette interrogation, mais ce que je veux dire, c'est qu'en matière pénale, et M. Gbagbo doit le savoir, lui qui a une batterie d'avocats internationaux avec lui, il doit savoir qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Ces individus sont poursuivis pour des crimes qu'ils ont commis eux-mêmes. Maintenant, M. Gbagbo doit savoir également qu'en matière pénale, l'aveu est la reine des preuves. Est-ce que la récurrence de cette interrogation est une forme d'aveu? M. Gbagbo est-il en train de nous dire que c'est lui qui a donné des instructions? Si tel est le cas, cela pourrait intéresser la justice parce qu'il ouvre la voie à une autre procédure à partir du moment où l'aveu est la reine des preuves. Ceci étant, si tant il est que ces nuits sont troublées, il peut faciliter le travail de la justice en se rendant lui-même à la justice et en avouant, en reconnaissant sa responsabilité. Ça, ce serait un comportement de Woody. Mais il n'est pas bien de vouloir exploiter l'émotion et, je dirais même, la naïveté de ses partisans pour blanchir sa conscience. C'est moralement malsain. Les faits sont là. Ils sont poursuivis pour des crimes de sang. S'il sent qu'il a une quelconque responsabilité, qu'il facilite le travail à la justice en allant lui-même se rendre à la justice. Mais il ne peut pas continuer à utiliser la naïveté de ses partisans parce qu'il a un problème de conscience.